concours de circonstances ont permis à cette percée de la pensée de Cheikh Anta Diop de devenir quelque chose autour duquel une controverse va se déclencher maintenant. Le premier concours de circonstances, c'est la sortie d'un ouvrage d'un descendant de Gardiner, l'égyptologue, mais qui a aussi une souche juive, c'est-à-dire Martin Bernal. Donc le professeur Martin Bernal a écrit Black Athena, et dans Black Athena, le professeur Martin Bernal, malgré toutes les précautions d'usage qu'il a prises, en disant que la philosophie grecque a des racines afro-asiatiques, etc., revenant sur les affirmations de Cheikh Anta Diop, ou en tout cas les corrigeant en partie. Il y a eu donc une tempête parce que il ne fallait pas qu'un blanc dise. Ici en France aussi, les problèmes vont se débloquer le jour où un blanc va dire « Ah, mais ils avaient raison, c'est noir ». Parce que nous sommes dans un état de pathologie intellectuelle. Il faut que le blanc dise pour que tout le monde dise « Enfin !» Il a dit. Le maître a dit, donc c'est vrai. Donc, Martin Bernal a donné 2 conférences à l'université de Philadelphie. Parce que Assanté a bien compris aussi l'intérêt d'amener Bernal à parler au Lecodère. Donc c'est un problème entre le Lecodère maintenant. Donc on a attaqué violemment Bernal jusque dans le journal Le Monde en disant que voici. Par contre ça leur a posé un problème parce qu'on ne pouvait plus dire que Bernal est afrocentriste aussi. Parce que afrocentriste c'était pour les Noirs. D'accord? Donc ils ont été obligés de dire qu'ils rejettent ce que Jean-François Champollion a écrit. C'est de l'afrocentrisme. Ils rejettent Hérodote. Hérodote a vu des Noirs, il dit que c'est des Noirs, c'est de l'afrocentrisme. Ils rejettent tout ce qu'ils disent. Ce qui font les 3 affirmations suivantes que je veux faire. 1. Les Égyptiens étaient noirs de peau. Si tu dis ça, tu es afrocentriste. Quelle que soit ta couleur de peau, tu es afrocentriste. Deuxièmement, il ne faut pas dire que les Égyptiens noirs de peau ont civilisé des Blancs qui seraient Grecs ou des Sémites. Ça, c'est une circonstance encore plus aggravante. 3e circonstance aggravante, il ne faut pas dire que les Noirs doivent tirer de l'héritage égypto-nubien matière à réformer leur propre système éducatif et à faire une révolution culturelle. Ça, c'est plus grave encore parce que c'est politiquement incorrect. Il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, tu deviens un activiste des réseaux afrocentristes comme moi-même ici. Bien. Donc, le problème de fond, c'est qui a dit ça? C'est une dame qui s'appelle Madame Lefkowitz. Donc, il faut lire son livre. C'est en anglais, hein, mais c'est important pour comprendre de quoi je veux vous parler. Le livre est intitulé Not Out of Africa. Out of Africa, c'est l'expression que donnaient les paléontologues pour dire que l'humanité est sortie d'Afrique. Donc, Not Out of Africa, how Afrocentrism became an excuse to teach myth as history. D'accord? C'est-à-dire, comment l'afrocentrisme est devenu une excuse pour enseigner un mythe dans l'histoire, en histoire. C'est New York, 1996. Donc quand l'ouvrage est sorti, elle a essayé de dire que Hérodote a mal vu. Que quand on traduit Hérodote, on se trompe. Que tout ça. Donc en fait, c'est un bricolage, une bouillie éclectique qui n'a pas eu d'effet, mais qui a permis à ceux qui ont pion sur rue aux États-Unis, c'est-à-dire ceux qui dominent l'intelligence américaine, c'est-à-dire l'élite juive pro-israélienne, qui a permis à cette élite de se donner bonne conscience, en disant, mais on vous avait dit, ces nègres-là, ils disent un peu n'importe quoi en ce moment. Donc il faut les priver même de l'accès à l'université. Parce qu'aux États-Unis, vous pouvez avoir des idées divergentes, mais il faut la compétence. Donc en attaquant les Africains au niveau de la compétence, on croyait avoir gagné. Donc on a passé sous silence le colloque du Caire. Il n'y a pas une mention du colloque du Caire dans un ouvrage qui date de 1996. D'accord? On a mis en avant des auteurs confus, nègres, comme Senghor, Mundimbe, et tout ce que j'appelle la crème des nègres de service. N'est-ce pas? On a mis tous ces gens en avant et on a fait une sélection au niveau même de l'information bibliographique. Vous voyez?
Donc c'est un travail qu'on peut qualifier tout simplement d'un travail idéologique, c'est un bricolage. Mais ce livre a été diffusé partout. Comme le livre de Petre Gonouillon. Partout, partout, partout. Dans tous les... Et surtout en Afrique. On a diffusé ça en Afrique, au Sénégal. On a diffusé ça au Cameroun. On a diffusé ça partout pour dire, vous voyez votre Cheikh Anta Diop là. Hein? Finalement, on lui a fait un bouchard là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est là où un certain nombre de nègres ont enfourché ce cheval de bataille pour se faire un nom. D'abord parce qu'ils sont incompétents. Ils sont historiens. C'est le cas de Mbokolo. Il se dit historien. Mais comment tu peux être historien de l'Afrique et ignorer plus de 5000 ans de l'histoire de l'Afrique? Alors il dit qu'il est historien spécialisé dans l'époque contemporaine. Mais pourquoi tu te prononces alors pour dire que les Égyptiens n'étaient pas noirs? Comment tu as su? Puisque tu ne connais pas les sources. Hein? Les Kizerbo, qui à l'époque disaient que Cheikh Anta Diop fait de l'histoire raciale. C'est eux qu'on met en avant. Quand on va te parler de l'Afrique et de l'histoire, on va dire Kizerbo, hein, et Mbokolo. Voilà, ça c'est les bons nègres, ça. Donc nous disons que non. Donc ce qui s'est passé, c'est ceci. Madame Lefkowitz, dès qu'elle a fait ce livre, on a mis maintenant partout sur les télés des débats autour de l'afrocentrisme. Alors, comment définit-elle l'afrocentrisme? Parce que jusque-là, personne ne parlait d'afrocentrisme. Hein? Je dis que Madame Lefkowitz a inventé l'afrocentrisme. D'accord? Ce que j'appelle une imposture scientifique, c'est quoi? C'est le fait d'attribuer à un auteur, en l'occurrence Cheikh Anta Diop, un concept avec un contenu idéologique qui lui était inconnu. C'est de l'imposture. C'est-à-dire, c'est prêter à quelqu'un vos propres dispositions racistes pour pouvoir mieux l'atteindre. Et comme on sait par ailleurs que cette dame, je me demande quelles sont ses compétences. Donc j'ai essayé de vérifier et j'ai vu qu'elle était spécialiste de l'histoire sociale du monde juif. Histoire sociale, c'est même une discipline au statut épistémologique douteux. Parce qu'on me dit ça, je dis, mais c'est quoi ça? Hein, c'est des histoires de nègres, ça. Hein? Ça, c'est des histoires de, excusez-moi, de l'ethnologie. Elle fait de l'ethnosociologie, en fait. Hein? Et elle étudie un peuple qu'on appelle les Yiddish. Des choses comme ça, c'est pas sérieux. Elle parle de la Grèce, elle parle d'Hérodote, mais elle ne sait pas lire le grec. Tu parles des documents égyptiens, tu ne lis pas une ligne. On te donne un papyrus, tu vas voir du chinois, tu ne vois pas. Mais comment on peut discuter de ça? Eh bien, c'est ça que les Mbokolo présentent en Afrique. Pour dire, ça fait longtemps qu'on a réglé les travaux de Cheikh. Oh, vous savez, vous en Afrique, vous êtes en retard. Aux États-Unis, ça fait longtemps, etc. Hein? Bon. Alors, c'est très important que vous compreniez l'imposture. J'ai ajouté ensuite une escroquerie intellectuelle. Pourquoi? Bien, escroquerie, ça veut dire que vous faites passer une marchandise en lui donnant une valeur qu'elle n'a pas. Vous comprenez? C'est-à-dire ils ont inventé eux-mêmes un mot, l'afrocentrisme. Ils l'attribuent de force aux Noirs et en même temps ils stigmatisent leur propre invention. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Voici la définition de l'afrocentrisme. L'afrocentrisme est une idéologie, c'est-à-dire une représentation, si vous voulez, fantasmée. C'est ça que ça veut dire. Une idéologie qui pose comme dogme la suprématie de l'homme noir. Black supremacy. Hein? Et une hiérarchisation des races qui ferait du noir le civilisateur et le blanc l'usurpateur. C'est une sorte de nazisme et de gobinisme nègre. D'accord? Donc ça procéderait d'un retournement par Cheikh Anta Diop de la thèse de Gobineau. Il aurait paré le nègre de toutes les vertus que Gobineau attribuait naguère aux Ariens. D'accord? Et c'est cela, l'afrocentrisme. C'est une forme de racisme qui ne dit pas son nom, qui affirme que le blanc, à cause du fait qu'il n'a pas la mélanine, serait un déficient épidermique, et que le nègre serait un être supérieur, etc. etc. Mais elle n'a jamais cité ça dans aucun livre de Diop.
Parce que quand tu parles, il faut étayer. C'est-à-dire que l'auteur, tu dis qu'il a dit ça. Mais cite. Où? Eh bien, c'est pour ça qu'elle ne cite jamais Diop. Par contre, elle dit qu'il y a des disciples de Diop qui disent ça. Bon, on dit, mais donnez au moins le nom des disciples. On ne les cite pas non plus. Ce sont des disciples fantomatiques qui n'ont jamais dit ça. Parce que Benga n'a jamais dit ça. Hein? L'âme n'a jamais dit ça. C'est-à-dire, ceux que je vais citer maintenant sont les égyptologues que je connais. Les autres sont des apprentis sorciers qui font du bruit pour rien, qui font du vacarme. D'accord? Donc, je dis que vous ne trouverez pas ça sous la plume d'Obenga. Vous ne trouverez pas ça sous la plume de Bilolo. Vous ne trouverez jamais ça dans les enseignements ou sous la plume de Oumdigi. Vous ne trouverez pas ça chez Aboubakri Moussalam, chez Babacar Sall, chez Bourissar. Hein? Vous ne trouverez pas ça chez Mohamedou Missir Sarr. Vous ne trouverez pas ça chez Abel Lité. Vous ne trouverez pas ça chez Soussoum Sougan. Vous ne trouverez jamais ça dans mon enseignement. Tous ceux qui disent qu'ils sont égyptologues sont des apprentis sorciers, même pas des sorciers. Et nous allons faire la chrysalide, c'est-à-dire on va les envoyer au tableau pour qu'ils nous montrent en quoi ils sont égyptologues. C'est tout mon crime, ça. J'ai dit, nous allons mettre un terme au désordre en créant les conditions d'une émulation afin que chacun puisse faire valoir clairement ses compétences. S'il s'avère qu'en tout attendant que certains sont des génies et sont des autodidactes, dans ce cas, ils vont aller au tableau. Pour démontrer leur génie, on leur donne des tests hiérarchiques, démotiques, tout ça. Toute personne qui échappe à la chrysalide sera marginalisée, tôt ou tard. Donc c'est ça le problème. Voilà le crime que j'ai commis. Parce qu'il ne faut pas donner de la nourriture intellectuelle avariée aux nègres. Il faut donner la vraie connaissance. Donc, la question centrale que je soulève à partir de là, et vous allez comprendre maintenant l'enjeu, c'est que chaque fois qu'on vous dit que vous êtes afrocentriste, c'est une facile de dire que vous êtes des racistes noirs. Au niveau de l'intelligentsia occidentale, au niveau des institutions, c'est ce qu'un terme pronote. C'est sa charge. Cela peut expliquer donc pourquoi François-Xavier Fauvel-Aimard et les autres, c'est-à-dire Cheikh Anta Diop a 3 ennemis. Les idées de Cheikh Anta Diop, il y a 3 ennemis ici en France, qui sont des ennemis, comment je peux dire, incurables. Ça dit, leur jalousie est maladive. Ils ne peuvent pas comprendre qu'ils ne jouent plus au pontif avec les nègres. Que les nègres ont leur propre savant. Ils sont malades à l'idée de voir le mot savant accolé au nom d'un nègre. Parce qu'en fait, ce sont des racistes en fait. Je reviendrai sur ce qu'est l'africanisme. Donc, cette question centrale, ces 3 ennemis sont Jean Coppens. C'est donc Jean Coppens qui est à Cartala. C'est lui qui édite tous les livres de Madame Lefkowitz et d'un noir américain qu'ils ont récupéré, qui s'appelle, son nom c'est H-O-W-E. Hein? Donc je reviendrai sur, son ouvrage est très grave parce que ils ont pris ce noir américain, voilà, oui, donc je reviendrai. Mais celui dont tout le monde parle aux États-Unis, parce que c'est un des conseillers de ces juifs-là, c'est Clarence Walker. Lui, il a écrit un livre intitulé We Can't Go Home Again. Hein? Un argument about afrocentrisme. C'est-à-dire, le titre français, c'est L'impossible retour, sous-entendu en Afrique. D'accord? L'impossible retour, à propos de l'afrocentrisme. Et donc, Jean Coppens a publié ça aux éditions Cartala en 2004. Ils ont tenté de faire de ça un débat ici en France. Et ils ont échoué. Ils ont échoué parce que si nous on est ici, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ont tenté, donc, ils ont parlé dans des cercles, de petits cercles, mais ils n'ont pas pu. D'accord? Et le responsable du musée du Louvre, Théophile Obenga a égratigné également, dans son livre qui était une réponse à cette thèse portée par un certain François-Xavier Fauvel, mais qui a révélé plus tard son vrai nom, Fauvel-Aimard. Donc vous voyez où va mon regard. Eh bien, lui, il était à Dakar en 1996, quand il y a eu le colloque sur l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Et donc il y avait 3 personnes qui étaient confrontées aux thèses, parce qu'ils étaient venus en masse. C'est l'ambassade de France même qui les hébergeait. Hein? Et il y avait des nègres avec eux. C'est-à-dire Amadi Ali Dieng, hein? Mbokolo.
tous ces nègres étaient avec eux. Donc c'est Obenga, moi et Bilolo qui sommes montés au créneau pour descendre leur thèse. Et depuis, Froment n'a plus jamais écrit. Parce qu'il a un souvenir, je crois, traumatisant de sa confrontation avec ma propre personne. Donc, ce que je veux dire, qui est très important ici, c'est que, vous voyez, ici à Paris, on pratique l'autocensure. Parce qu'il y a des cercles, des petits groupes, des chapelles. Et les gens essayent de se faire valoir individuellement, au détriment des autres. Mais jamais ils ne font un travail de recherche sur l'historiographie noire. Vous voyez? C'est-à-dire, en lieu et place de ça, on fait quoi? On fait de l'égyptomanie narcissique à l'usage de quelques nègres plus ou moins acculturés. De l'égyptomanie narcissique. On dit aux nègres, appelle-toi Ramsès. On dit à l'autre, dis que tu t'appelles Imhotep. On dit à l'autre, dis-toi ceci. Mais en fait, ça ne peut pas remplacer un travail de recherche, ça. Et ceux qui font ça, ils perdent leur temps et ils en font perdre aux autres. Donc voilà pourquoi nous avons dit que cette question de l'afrocentrisme, nous, on ne peut pas assumer un terme inventé par Madame Lefkowitz. On ne peut pas. Quand vous écrivez discours afrocentriste, comme un de vos livres, afrocentriste, ça veut dire afrocentrisme. Si tu mets afrocentrique, ça veut dire c'est l'afrocentricité. C'est pas la même chose, c'est pas la même connotation. D'accord? Et quand dans votre texte aussi, on dit, vous essayez de montrer, parce que c'est devenu une démonstration, que le noir aussi est grand, le noir aussi est puissant. Tout votre travail devient un catalogue, où vous énumérez les hauts faits de grandeur de l'homme noir. Mais c'était pas ça Cheikh Anta Diop. Ce que Cheikh Anta Diop voulait savoir, c'est quelles sont les causes endogènes et exogènes de la régression des civilisations d'Afrique noire. Cheikh Anta Diop voulait que le noir accède à la connaissance de ce qu'on appelle la causalité, l'enchaînement causal des événements à travers les âges, qui a pu expliquer que de civilisateur de l'humanité, il est tombé au rang de paria de l'humanité. C'est ça que Cheikh Anta Diop. Son problème, c'était de nous donner une intelligence de notre propre régression. C'est pour ça que Cheikh Anta Diop n'a pas cru devoir ressasser des doctrines sur l'esclavage. Il savait bien qu'il y a des spécialistes de l'esclavage. Un autre point important, un noir américain qui a même été chassé de l'université, le professeur Tony Martin, sa spécialité à lui, c'était d'étudier quels sont les juifs qui ont été bénéficiaires et actionnaires de la traite. Donc il y a eu une polémique de près de 15 ans. Et l'objet, c'était d'enlever tous ces livres. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas. Si tu cites Tony Martin, mais tu es traqué. C'est-à-dire que tu ne peux même pas. Moi, au moins, je suis activiste des réseaux. Mais on est quand même là. Mais tu ne peux même pas dire ça sur Tony Martin. Parce que c'est le démon Tony Martin. Et un troisième homme qu'on considère comme un démon, c'est Leonard Jeffries. Regardez sur Internet les polémiques autour de Jeffries. Qu'est-ce que Jeffries a dit? Jeffries a dit tout simplement que quand on parle de la catégorie du génocide en historiographie moderne, il faut savoir que il y a eu un génocide des génocides, un méga génocide qu'il appelle l'Holocauste noir. Et ce méga génocide, selon lui, se poursuit encore. Se poursuit encore dans l'indifférence générale. Et que l'Afrique serait confrontée à ce méga génocide. Quand il a dit ça, on a dit, oh, il a banalisé la Shoah. Il a osé dire que la Shoah doit être comparée. Ils ont appelé ça, ça c'est le plus grand crime, il ne faut pas faire ça, je vous dis de ne pas le faire. Et ça s'appelle la concurrence mémorielle. La mémoire de la Shoah, non, 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 il ne faut même pas, c'est-à-dire même les Indiens d'Amérique, c'est rien. C'est rien. Donc Jeffries a dit, mais tant au niveau de la durée du phénomène de la traite, qu'au niveau du nombre de personnes qui ont été victimes de cette traite, et au niveau aussi de la préméditation
hein, c'est le génocide de tous les génocides. Ce que nous appelons avec Bilolo mélanocide. C'est le génocide des génocides. C'est-à-dire que il ne s'agissait pas de supprimer quelques populations. Il fallait extirper la semence même de la variété mélanienne de la surface de la Terre et occuper son continent et le mettre en valeur. Comme on l'a fait en Australie, comme on a tenté de le faire en Afrique du Sud, on n'a pas pu. Comme on l'a fait en Nouvelle-Zélande, comme on l'a fait en Kanaki, comme on le fait partout. C'est ça. Donc le professeur Jeffries, il y a eu tout un débat aux États-Unis pour savoir si l'administration fédérale américaine ne doit pas lui enlever sa chair. Toi, tu as un doctorat. Et c'est un politicien qui décide que tu n'es plus docteur. Donc il y a eu beaucoup de conflits. On a opposé les Noirs les uns aux autres. Il y a un Zaïrois là qui mange là-bas, qui s'appelle Moudimbe, qui écrit un certain nombre de choses littéraires, des fioritures. Hein? Et lui aussi, il s'est mêlé pour dire qu'en tant qu'Africain, il est indigné de l'offense faite aux Juifs. Alors que l'autre n'a pas attaqué les Juifs. Il a parlé de la traite négrière. Vous voyez? Donc, je crois que c'est suffisant pour que vous compreniez comment l'instrumentalisation de l'afrocentrisme a été faite par les africanistes eurocentristes et leurs disciples africains. Alors, c'est important parce que toutes les universités africaines, actuellement, enseignent ce que je vous dis là. Ce sont les travaux de Clarence Walker. Ce sont les travaux de Madame Lefkowitz. Ce sont les travaux de ces gens-là qui sont enseignés à l'heure où je vous parle. C'est Petre Grenouillot qui a enseigné à l'heure où je vous parle. D'accord? Dans les universités africaines, il n'y a pas dans la bibliographie. J'ai regardé la bibliographie de l'histoire de l'Afrique, du département d'histoire et d'archéologie de l'université du Bénin. Il n'y a pas un livre de Cheikh Anta Diop. J'ai regardé pour l'université au Togo, pareil. Au Burkina Faso, pareil. Au Sénégal, on dit son nom. On a même mis sur l'université, mais on enseigne autre chose. À part Babacar Sall et Aboubakry Moussalam, on enseigne autre chose. Officiellement, ce ne sont pas les travaux de Cheikh Anta Diop qui sont enseignés. Vous voyez? Donc le défi que les Noirs américains ont réussi à relever, c'est le défi du passage d'une thèse scientifiquement consolidée dans les débats des cénacles internationaux, mais qui est marginalisée institutionnellement. Ils ont réussi à sortir Cheikh Anta Diop du ghetto. Qu'est-ce que j'appelle le ghetto? C'est-à-dire que certains voudraient bien créer des sciences nègres, des sciences noires, dont ils sont les seuls docteurs savants. N'est-ce pas? Donc ils échappent ainsi au canon académique ordinaire, parce qu'il y a des problèmes de critères de compétences qui se posent. Il y en a qui dissertent sur l'égyptologie, ça ne pas les lignes d'égyptien. Bon, une telle anomalie a conduit à ce que j'appelle le dévoiement de la pensée de Cheikh Anta Diop et sa banalisation académique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on veut transformer l'œuvre de Cheikh Anta Diop en une mode académique. Ça dit maintenant, ça va devenir politiquement correct que chacun soit pharaon et vienne pour enseigner l'Égypte pour pouvoir draguer les filles. C'est pas sérieux. Quand on songe, et le frère Guy Alevant va le dire tout à l'heure, à la dimension et à la vision de Cheikh, mais c'est un appauvrissement, c'est une régression. Donc, le problème que nous voulons poser, c'est d'abord, premièrement, Cheikh Anta Diop n'a pas créé une secte. Ce n'est pas une église. Cheikh Anta Diop n'est pas le pape ou le gourou d'un groupe de sectaires. Cheikh Anta Diop est un savant authentique, selon les critères académiques. D'accord? C'est un savant complet, pluridisciplinaire, selon les critères académiques. Donc, Cheikh Anta Diop lui-même soumettait ses travaux à la critique scientifique. Donc, la première chose qu'il faut dire, c'est que nous devons nous critiquer entre nous. Il ne faut pas trouver anormal. Vous regarderez sur Facebook les attaques personnelles dont j'ai fait l'objet, tout simplement parce que j'ai dit la fin de l'afrocentrisme. Vous voyez? On ne s'est même pas posé la question de savoir ce que j'entendais par afrocentrisme. On a commencé à dire que je vais attaquer Omotoune. Mais Omotoune, c'est quoi?
Omotoune, c'est mon étudiant. Je peux attaquer mon étudiant. C'est tout à fait normal. C'est pour qu'il s'améliore. Si je l'attaque, c'est pour qu'il s'améliore. Hein? On dit qu'il ne faut pas attaquer Obenga. C'est-à-dire si Obenga fait des erreurs de recherche, parce qu'il n'a pas l'omniscience. Personne n'a. Dans la recherche scientifique, il faut partir du principe que c'est l'erreur qui est féconde. Parce que toute démarche heuristique procède d'abord de tâtonnement, d'hypothèses, d'expérimentation, etc. On ne sort pas de je ne sais quelle soucoupe. Un savoir infaillible, ça n'existe pas ça. Sauf pour les narcissiques nègres égyptomanes de Paris. Ça n'existe pas ça. Donc il faut faire la recherche. Donc revenir. Le retour à l'œuvre de Cheikh Anta Diop suppose d'abord le retour à l'émulation, à la scientificité, à la critique et à l'autocritique. C'est la première chose. Bien. La deuxième chose, c'est pourquoi fait-on de l'égyptologie? Est-ce qu'on fait de l'égyptologie pour démontrer que les Égyptiens étaient noirs? Dans ce cas, c'est de l'anthropologie. Ce n'est pas physique, ce n'est pas l'égyptologie. On fait de l'égyptologie pour donner aux Africains un corps de science humaine. Ça dit demain, si vous faites de la sociologie, vous avez une documentation sociologique sur 5000 ans. Donc vous faites de la diachronie, vous remontez, vous pouvez reconstituer le modèle d'organisation sociale des Africains avant leur régression. Et après, vous pouvez confronter ça maintenant à ce qu'on peut appeler maintenant hein, le processus d'acculturation d'Africains. Que ce soit avec les civilisations dites arabes, que ce soit avec les Occidentaux, à travers tous les malheurs que nous avons connus, d'accord, mais qui n'hypothèquent pas la possibilité du sursaut. Vous voyez? Donc, cette possibilité, c'est ça qui est important. C'est ça que Cheikh Anta Diop voulait. Donc, bâtir un corps de sciences humaines, on ne peut pas le faire en dehors de nos langues, dit Cheikh Anta Diop. Parce que toute tentative contraire reviendrait à un avortement culturel. D'accord? Parce que c'est dans une langue négro-africaine ancienne qu'on a consigné toute cette documentation. Donc si vous voulez faire du droit constitutionnel en Afrique, vous devez prendre les constitutions de la Nubie, de l'Égypte, de Ghana, de Songhai et tout ça. Mais ces constitutions n'ayant pas été rédigées en anglais et en français, vous devez avoir un contact direct avec la source. Ce contact passe d'abord par la médiation de la langue. Donc la langue, c'est la cristallisation de la vision du monde. Sans la langue, il n'y a pas de projet éducatif pour l'Afrique noire qui soit viable. C'est la deuxième chose qui est inacceptable pour les africanistes. Parce que tous les africanistes, sans exception, pontifient et enseignent sur les tribus nègres sans connaître une seule langue africaine. Je vous parle d'expérience. Un africaniste enseignait aux langues zo, ma langue. Je me suis introduit par effraction dans la salle. C'est une anecdote. Je me suis introduit dans la salle. Et j'ai vu que, en fait, il avait en tout et pour tout 2 ou 3 proverbes. Et il brodait tout le temps autour. En faisant des histoires nègres pour faire rire les gens. Donc à un moment, j'ai levé la main. Il a demandé, présentez-vous, s'il vous plaît. Bon, j'ai donné un faux nom. À ce moment-là, il m'a dit, bon, on est presque à la fin. Dépêchez-vous. J'ai dit, ça va être très rapide. J'ai mis... Je suis parti au tableau, ça l'a inquiété, il rougissait. J'ai mis au tableau une phrase dans ma langue. Ça dit ce qu'on appelle une expression idiomatique, qu'on ne peut pas traduire même mot à mot. Donc j'ai mis une colle, et j'ai dit voilà, je souhaiterais bénéficier de la sagacité du grand spécialiste de la civilisation du Dahomey. Il a commencé à tourner en rond, en disant oui, mais pourquoi vous mettez ça dans cette langue-là? D'abord, c'est quelle langue? Oui. Donc, jamais vous ne pouvez être spécialiste de la civilisation française. Allez pontifier à la Sorbonne en ignorant les rudiments de la langue française. C'est de l'imposture, ça.
Mais ils sont spécialistes en Afrique. Madame Perrault est spécialiste en Côte d'Ivoire. Sans connaître la moindre langue. Hein? Et il y en a un au Rwanda. Hein? Et ils sont nombreux comme ça. Hein? Voilà, les Lugans. Lui, il est là-bas, il ressemble à un Gaulois. Donc le jour où je suis parti à Lyon, j'ai dit voilà, je veux traiter du sujet suivant. La contribution des Noirs à la civilisation française. On a dit, ok, on amène Bernard Lugan pour en finir avec ce nègre-là. Bon, on m'a dit, il y a un certain Lugan qui fait du bruit. J'ai dit, je ne le connais pas, mais en fait, je le connaissais. Je voulais qu'il vienne. Vous savez ce qui s'est passé? Il a téléphoné pour dire qu'il était tombé malade brutalement. S'il vient, il ne va plus jamais s'amuser avec un nègre. Donc, c'est comme ça que vous devez comprendre que ce sont des imposteurs qui nous donnent des thèses de doctorat. Ils nous donnent des thèses de doctorat parce qu'ils sont des imposteurs. Et comment ils procèdent? Ils vont en Afrique, ils trouvent des informateurs, ils leur donnent des miettes. Et les informateurs leur donnent dans nos langues quelques rudiments. Et après, ils brodent ici. Vous voyez? Donc, des imposteurs doublés d'escrocs. Et j'ajoute une dernière chose. Ils sont racistes, tous, parce qu'ils ont les idées de Gobineau. Ils vous sourient comme ça. Hein? Ils s'amusent avec vous. Mais leur finalité, c'est le génocide culturel, qui est le prélude au génocide physique. C'est pour ça qu'ils sont là. Et ils sont en même temps conseillers au culte de nos présidents. Hein? Ils sont des politiciens en plus. Et doublés d'espions. Parce que la plupart d'entre eux sont membres de la DGSE. C'est-à-dire les services secrets français dans nos pays. Vous voyez? Donc tous les nègres qu'ils présentent comme leurs disciples, ce sont des nègres qui travaillent dans ces cercles-là. Et pour leur intérêt exclusif. Donc il faut comprendre que cette question de l'afrocentrisme, elle est apparue dans un contexte particulier. Après les résultats du colloque du Caire, les spécialistes des études africaines ou afro-américaines, confrontés aux exigences d'un débat scientifique et technique, où on ne peut plus tricher. Là, il faut faire preuve de compétence. Cheikh Anta Diop parle d'archéologie préhistorique. Eh bien, il faut connaître l'archéologie préhistorique. Cheikh Anta Diop parle de datation, radiocarbone. Il faut être physicien. Cheikh Anta Diop parle d'égyptologie. Eh bien, on y va. Cheikh Anta Diop parle de la Grèce. Il faut être helléniste. Donc, comme il voit pour la première fois des nègres qui maîtrisent une certaine pluridisciplinarité, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ne pouvons pas contredire ces noirs, c'est-à-dire les Obenga, les Cheikh Anta Diop, les Moussalam, etc. Ne pouvons pas les contredire, n'est-ce pas? Donc, je vais résumer en disant que le débat a atteint un tel niveau qu'on ne pouvait plus se contenter des vieilles recettes de l'africanisme eurocentriste. Il fallait maintenant entrer techniquement dans le débat en maîtrisant des compartiments de savoir, n'est-ce pas, etc. C'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé la parade. La parade, c'est quoi? Ça s'appelle une stratégie de la diversion et de la distraction. C'est-à-dire quand tu veux éviter un terrain où tu risques de t'enliser, tu crées maintenant de toutes pièces un fantasme, un objet fantasmatique. Et cet objet fantasmatique, c'est le racisme à rebours de l'homme noir. Tu vas enrober tout ça d'idéologie, tu vas appeler ça l'afrocentrisme. Et tu vas dire maintenant que la menace pour l'institution universitaire, c'est l'intrusion d'une idéologie pire que le nazisme et le fondamentalisme musulman. Ce qui te permet de réaliser deux choses en même temps. Premièrement, tu échappes au débat technique, ce qu'il voulait en fait, c'est esquiver le débat technique. Deuxièmement, provoquer un dispositif d'isolement autour des thèses qui te dérangent. Et à partir de là, maintenant, tu vas politiser les choses. Donc, la technique de la diversion et de la distraction, c'est une technique qui est éprouvée dans les milieux pseudo-scientifiques politisés. Ce ne sont pas des chercheurs, ce sont des politicards. Ce sont des gens qui sont là pour dominer l'Afrique. Ce sont des gens qui tirent leur fonds de commerce de la marginalisation de l'Afrique.
Ce sont des gens qui détestent l'Afrique. C'est-à-dire que l'objet même de leur propre recherche, c'est un objet qui entraîne chez eux une répulsion épidermique. C'est ça le fond du problème. Comment pouvez-vous vous accoquiner avec des gens qui ne vous aiment pas? Vous voyez, c'est ce que j'appelle maintenant, si vous voulez, la dimension anti-nègre sous-jacente du discours africaniste. L'africanisme est incompatible avec le respect du nègre. Parce que c'est une idéologie qui est née dans la période de l'esclavage. Quand on va vous dire les racines nourricières de cette idéologie, vous allez comprendre tout de suite. Il y a d'abord, il y a 4 sources qu'il faut connaître, que vous devez connaître. La première, ce sont des sources théologiques. C'est-à-dire que l'idéologie dit que l'homme noir, d'après les textes sacrés, est un être maudit. Donc j'appelle ça la thématique du nègre maudit. Et c'est même pas une créature adamite. C'est une créature pré-adamite, sortie directement de l'arche et confondue avec les animaux démonologiques. D'où justement la représentation iconographique avec des cornes, tout ça. C'est pas un hasard. La première fois qu'on a défendu cette thèse, c'est dans 2 livres. Le premier s'appelle le Midrash Rabbah. Le deuxième s'appelle le Bereshit Rabbah. Voilà. Et ce sont des commentaires rabbiniques, des textes de Esdras que vous appelez l'Ancien Testament. Le deuxième point, qui est non moins important, c'est ce que j'appelle... D'ailleurs, ce sont les avatars de cette idéologie qu'on retrouve dans la littérature patristique, c'est-à-dire les pères de l'Église. C'est toujours le nègre maudit. Hein? Dans la littérature de certains historiens arabes, Waben Mounabi, Ibn Ishaq, même Ibn Khaldoun et autres. Bien. Ensuite, il y a la thématique maintenant de nègres sauvages. Ça, c'est l'ethnologie qui a inventé ça. Pour dire que le noir a une mentalité prélogique, sui generis, et que le cerveau du noir ne fonctionne pas comme les autres êtres humains. Ce sont les avatars de cette théorie que Senghor va sanctifier dans ses travaux, plus tard, par cette dichotomie de l'émotion. Hein? Mais il n'a pas dit la raison n'est pas nègre. Il a été plus vicieux que ça. Il a dit la raison nègre est intuitive, pas participation. Et la raison hélène est analytique, pas utilisation. Donc il en résulte que seul l'homme blanc peut faire la science. Le noir fait la musique. Il danse bien. D'ailleurs, il est imbattable là-dedans. D'accord? Mais il ne faut pas dire que les noirs ont inventé une science, quand à dire pareil. Ça, c'est ça, l'idée. Ouais. Ce sont des formes de théorie de Lévi-Brûle. Lévi-Brûle, sur la mentalité primitive. Tous ces auteurs-là. Ensuite, il y a la théorie raciologique. C'est-à-dire le nègre inférieur congénitalement. Cette fois-ci, on veut montrer qu'il y a chez le noir, dans sa race même, d'accord, des choses qui font qu'il ne peut jamais être un être civilisé. D'où un ouvrage intitulé Les non-civilisés et nous. C'est un livre, c'est le titre d'un livre. Il y a toute la Bible. Les non-civilisés et nous. Et c'est le nous qui est expressif. Le nous. C'est qui le nous? Eh oui. Les non-civilisés et nous. Hein? Alors, les théoriciens, les théoriciens, c'est Gobineau, Vachit de la Pouge, hein, Glumpovitz et tout ça. Hein? Glumpovitz a écrit La lutte des races. Hein? Gobineau a écrit de l'inégalité des races humaines. Vachit de la Pouge a écrit sur les peuples inférieurs. Et nous. Donc, vous voyez très bien, à partir de là, comment l'épistémologie des sciences sociales et humaines, qui n'ont jamais été déconstruites ou décolonisées à nos jours. Quand vous voyez Brodel, il reprend Hegel. Donc, le dernier point, c'est les philosophes maintenant, qui entrent en ligne de compte et qui disent que le nègre ne peut pas systématiser la pensée. Le nègre ne sait pas ce que ça veut dire, hein, les principes qui sont à la base de la logique. Il ne connaît pas. Ça, c'est Jung qui dit ça. C'est Kant, c'est Hegel et un certain nombre de philosophes, souvent des Allemands, mais beaucoup de Français aussi. C'est ce qu'on ne sait pas. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que chaque fois qu'on dit que nous sommes dans l'afrocentrisme, c'est ça qu'on charrie. Alors, on veut qu'on se taise face à ça. Hein?
puisque vous savez bien comment ça fonctionne. Dans la recherche scientifique, il y a ce qu'on appelle les paradigmes institués, qui sont normatifs. D'accord? C'est-à-dire que si vous sortez de ces normes, d'accord? Ça veut dire que vous sortez de l'institution en même temps. Or, aucun enseignement n'est possible si cet enseignement ne pénètre pas les institutions. Vous voyez? Ici en Europe, il a fallu des siècles pour sortir de la scolastique, c'est-à-dire le fait de travailler uniquement à partir de la Bible. Certains ouvrages étaient interdits. Lorsque Giordano Bruno a eu ses intuitions scientifiques, mais on l'a tué. C'est récent ça. Hein? On tuait les gens. C'était une chasse aux sorcières qui touchait tous les savants. Donc en Afrique, imaginez un instant ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en Afrique, c'est ceci. Et ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Et ça, c'est la vraie vision de Cheikh Anta Diop. Il n'y a pas une science africaine qui serait l'ethnologie nègre. Ça n'existe pas. C'est une invention des Occidentaux. Il n'y a pas l'âme des Bambara, l'âme des Dogons, l'âme des Yoruba, l'âme de ceci. Et la science consisterait à étudier les flux et les reflux des âmes des Dogons. Ça, c'est des dogonneries. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. C'est des pseudosciences, ça, qui permettent justement de dominer l'Afrique, d'empêcher l'homme noir de sortir du ghetto, hein, de la mythologie et de l'émotionnel. Et on va même jusqu'à dire aux nègres, mais vous, vous avez inventé quelque chose de plus grand même que la technologie et la science. Parce que ça, c'est l'affaire des Blancs. Vous, vous avez inventé la magie et la sorcellerie. Hein? Vous êtes même capable vous-même de vous transformer en un insecte. Vous les nègres africains. Et il y a certains Africains qui disent, oh, donc je vais théoriser ça. Ce qui leur permet d'abuser de la conscience des pauvres Antillais en les emmenant en Afrique en disant qu'ils veulent les initier. Il faut arrêter cette nègrerie. Hein? Donc, ce que nous avons dit également, le point le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie importée en Afrique. Ça, c'est dans Civilisation Barbarie, c'est pas moi qui le dis. Cheikh Anta Diop dit, chaque fois que l'Africain veut accéder à la maîtrise des sciences et des techniques, on lui objecte qu'il est en train d'introduire en Afrique des idéologies importées. Vous comprenez? Donc les idéologies qui ne sont pas importées, c'est l'apanage de tous les autres peuples. Les Chinois, ils font la science, les techniques, mais dans leur langue. Mais les Africains doivent faire l'ethnologie, hein, ou l'anthropologie. Mais comment peut-on donner l'appétit intellectuel à une jeunesse en lui proposant de soutenir des thèses dont l'intitulé c'est le rituel des coupeurs de tête chez les Massa Moussa? Ça veut dire quoi? Et il a un doctorat, il va enseigner. Hein? Mais Cheikh Anta Diop que moi j'ai connu, c'est pas le cas des autres qui parlent de Cheikh Anta Diop sans l'avoir connu. Ils l'ont connu à travers moi en fait. Cheikh Anta Diop avait horreur de ça. Quand on dit que les Africains doivent se reconnaître dans des sciences nègres, des sciences à nègres, l'ethnologie, hein, les dogonneries, Cheikh Anta Diop se fâchait tout de suite. Il dit, mais comment pouvez-vous être tombé comme ça dans le non-sens scientifique? Cheikh Anta Diop était un savant pluridisciplinaire exigeant, qui savait que toutes les sciences sont sorties de la vallée du Nil, et que ces sciences ont été ensuite diffusées dans la Méditerranée septentrionale et dans la Méditerranée orientale. Donc il n'y a pas d'idéologie importée. Ce qu'on appelle les idéologies importées en Afrique, ce sont tout simplement l'acclimatation en Europe de conceptions africaines brouillées et dénaturées. Donc le platonisme, hein, c'est une doctrine égyptienne profanée et dénaturée, selon Cheikh Anta Diop. C'est pour ça que Cheikh Anta Diop n'avait pas de complexe vis-à-vis des Grecs. Jamais Cheikh Anta Diop ne citait les Grecs comme des modèles. Il parle de plagiat concernant les Grecs. Il dit, mais Pythagore est un plagiaire. Platon est un plagiaire. Eudoxe est un plagiaire. Hein? Tous sont des plagiaires.
C'est-à-dire qu'ils ont pris des thèses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils créent même des difficultés à la pensée occidentale en taisant leurs sources. Parce que quand vous voyez les obscurités de Platon, vous ne pouvez pas les étudier dans le cadre de la vision occidentale de l'homme et de l'univers. C'est le cas du démiurge qu'il a introduit dans le Timée et dans d'autres dialogues. Donc c'est pareil pour Hippias majeur. Hein? C'est pareil pour tous les dialogues de Platon d'une manière générale. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut arrêter aussi de mettre l'Africain dans le cadre d'une pensée prélogique. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. C'est ça qui est le corollaire de toutes les thèses où on dit que l'Afrique n'a pas d'écriture. Hein? Il y a des écritures, mais on dit que l'Afrique est orale par essence. Donc quand on veut parler de littérature, on trouve que le terme est indécent pour l'Afrique. Alors on invente un néologisme qu'on appelle l'oraliture. C'est ça qu'on enseigne au Bénin, département d'oraliture. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il y a des professeurs d'oraliture qui enseignent l'oraliture. Hein? Hein? Bon, alors, il y a également, l'Afrique n'aura jamais une médecine. On dira ethnomédecine. L'Afrique n'aura jamais une philosophie. Ethnophilosophie. L'Afrique n'aura jamais, même les plantes de l'Afrique, on dit ethnobotanique. Tu dis, mais qu'est-ce que ces plantes ont fait? On dit, elles sont exotiques. L'Afrique n'aura jamais d'anthropologie, ethno-anthropologie. L'Afrique n'aura jamais de musique, ethnomusicologie. Quand on parle de musique classique pour l'Afrique, on dira musique traditionnelle ou ethnomusicologie. Et il y a des Noirs qui vivent de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pas ça, Cheikh Anta Diop. Alors, voilà ce que l'Occident a inventé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de cette prise de parole. Les Occidentaux sont très forts en stratégie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé ce qu'on appelle un cheval de Troie dans la pensée de Cheikh Anta Diop. Ils ont introduit le ver dans le fruit. Donc bientôt vous allez voir des gens à la télé, je dis bien à la télé, en train de défendre l'égyptologie des nègres. Alors, quand on va dire l'égyptologie des nègres, c'est quoi? Ben, ils vont dire, mais ça se caractérise par l'union avec les forces cosmiques, l'émotion. On étudie le babouin de Dieu Thoth. On étudie toutes les formes de griotisme nègre. On étudie ce genre de choses. Et les Blancs vont leur donner même une bourse. En disant, allez dire ce que c'est ça l'égyptologie. Allez dire en Afrique que c'est ça l'égyptologie. Je ne vous dis pas que ça va exister, ça existe déjà. Il y a un congrès qui aura lieu en avril prochain, 2011, à Abidjan, entièrement financé par le CNRS, qu'ils appellent les nouveaux courants de l'égyptologie africaine. Les nouveaux courants. Oui. Et à ce moment-là, ils vont réussir à neutraliser la pensée de Cheikh Anta Diop de l'intérieur, parce qu'ils vont mettre en avant des nègres. Mais en réalité, ce sont des laboratoires à idéologie des Blancs qui ont conçu ça. C'est-à-dire réintroduire par la fenêtre ce que Cheikh a expulsé par la porte. Donc on va ramener dans le socle épistémologique de la pensée de Cheikh Anta Diop des notions comme la mentalité prélogique sui generis, des notions comme ça, avec lesquelles on va dire aussi qu'on invente des sciences. Par exemple, les nègres inventent certaines sciences maintenant. Il y a une science où on étudie le langage tambouriné. Quand les nègres tapent là, on étudie la drumologie. D'autres vont dire, non, moi j'ai inventé ma science, ça s'appelle la makémologie. D'autres vont dire la rolologie. Il faut arrêter. Vous comprenez? Il faut arrêter ce désordre. Parce que c'est la manière de semer la confusion dans la pensée de Diop. Donc à partir d'aujourd'hui, l'usage positif du terme afrocentrisme est proscrit. Ce terme ayant été forgé de toutes pièces par les africanistes eurocentristes eux-mêmes. Deuxièmement, le contenu donné à ce terme doit être désormais dénoncé, critiqué comme une atteinte
au projet véritable de Diop. Le projet véritable de Diop, c'est quoi? C'est la réécriture d'une histoire, d'une nouvelle histoire de l'humanité qui tienne compte de l'apport de toutes les variétés biologiques. Au lieu de s'enliser dans les méandres de l'orientalisme. L'orientalisme, c'est quoi? C'est une discipline qu'on a créée pour attribuer aux sémites toutes les réalisations culturelles du monde noir. C'est ça l'orientalisme. Parce que l'Orient n'existe pas. Je ne connais pas un continent qui s'appelle l'Orient. Moi, je connais l'Asie. Montrez-moi un continent qui s'appelle l'Orient, ça n'existe pas. Donc ça a été inventé pour ça. Donc on dit Proche-Orient, Moyen-Orient, Extrême-Orient. Mais ça n'existe pas, ça. C'est l'Asie qu'on appelle comme ça. Bien. Deuxième chose, c'est l'eurocentrisme. L'eurocentrisme, c'est la science de toutes les sciences. C'est à l'aune de cette science qu'on évalue le degré plus ou moins grand de l'humanité des peuples. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'africanisme. L'africanisme, c'est quoi? C'est une pseudo-science qui consacre l'infériorité de l'homme noir en lui donnant une spécificité raciale, d'accord, à partir de laquelle on fait ressortir une caractérologie propre au nègre, en disant qu'il y a une essence du nègre atemporelle, et que cette essence-là se caractérise par le sens du rythme, l'émotion, l'union avec les forces cosmiques, la raison participative et intuitive, un certain nombre de caractéristiques qui sont des inventions de Gobineau et de ses disciples. Donc il faut en finir avec l'africanisme. C'est parce que l'africanisme est confronté à sa propre agonie depuis le colloque du Caire. Que l'africanisme est moribond. L'africanisme est sur le point d'être expulsé des cénacles académiques. Quoi? Par une stratégie de diversion et de distraction, on a inventé l'afrocentrisme. L'afrocentrisme étant le serpent sur lequel l'africanisme, confronté à son naufrage, s'accroche en croyant atteindre l'autre rive. Mais il est dans l'ordre des choses qu'on engloutisse l'africanisme avec l'afrocentrisme. Il faut engloutir l'africanisme et son produit, sa métastase qu'est l'afrocentrisme. C'est ça qu'il faut faire. L'un ne survivra pas à l'autre. Parce que l'afrocentrisme est une soi-disant idéologie de la suprématie noire. Or, Cheikh Anta Diop considérait qu'il n'y a pas de suprématie noire, de suprématie blanche. Il y a une espèce humaine unique qui a les mêmes capacités intellectuelles et qui a créé des civilisations partout. Donc, les aborigènes ont créé des civilisations. Les Noirs d'Afrique ont créé des civilisations. Les Asiatiques ont créé des civilisations. Tous les peuples ont créé des civilisations. Ce n'est pas l'apanage de la race blanche. Or, que dit l'eurocentrisme? L'eurocentrisme dit que la science est née en Grèce. La démocratie est née en Grèce. La philosophie est née en Grèce. Tout est né en Grèce. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'ils postulent encore, ces gens-là? Le premier qui a prononcé le mot miracle grec, ce n'est pas un grec. C'est Renan. Dans un texte intitulé Prière à l'Acropole. Donc vous pouvez rechercher ce texte. Et jamais il n'est question de démonstration scientifique. C'est un poème à la gloire d'un monument qui s'appelle l'Acropole. Seulement à la fin, il a dit que c'est le génie hellène qui a créé tout ce qu'il y a de grand dans l'humanité. Parce qu'il faut savoir que Renan était un raciste pathologique. Pareil que celui qui, soi-disant, aurait fondé l'école. Juif raciste pathologique. Pareil que Victor Hugo. Raciste enragé et pathologique. Tous, c'était des racistes endurcis. Mais ils sont racistes pourquoi? Parce que c'est l'éducation. C'est pas parce que vous protestez contre Guerlain que ça va changer. Vous comprenez? D'accord? Par contre, si vous faites votre propre ascèse, votre propre transformation, et que vous devenez des êtres qui cessent de dire que vous êtes des descendants d'esclaves ou des esclaves, mais en disant que vous êtes tout simplement les héritiers des civilisateurs de l'humanité, que vous vous organisez, vous ne mendiez pas, que vous ne vous prosternez pas, vous ne reprenez pas à votre compte ces trucs comme l'afrocentrisme, etc., qu'on a concocté pour vous, en comptant sur votre bêtise, votre incapacité à saisir les enjeux de la recherche scientifique.
hein, à ce moment-là, les autres vont vous considérer autrement. Vous voyez? Donc c'est ça le vrai problème de l'homme noir. Il recherche l'amour et des liens affectifs chez son bourreau. C'est par dépit amoureux qu'il s'en prend au blanc. Ce n'est pas parce qu'il est contre sa civilisation ou les valeurs que le blanc défend. C'est par dépit amoureux. C'est parce que le blanc n'accepte pas qu'il puisse dormir dans son lit. C'est parce que le blanc ne l'accepte pas à sa table. C'est parce que le blanc ne l'accepte pas dans sa famille. C'est parce que le blanc ne le met pas dans son album familial que le noir est fâché. Mais si on l'avait mis, il serait un Compaoré aujourd'hui, en puissance. C'est ça le problème. Donc c'est un dépit amoureux. C'est par dépit amoureux. Donc le fait même de solliciter l'amour des autres, c'est une maladie. Que Fanon a étudié. C'est une maladie. Parce que pourquoi les Noirs sont les seuls à rechercher l'amour de la terre entière? Lorsque le président chinois est venu, Hu Jintao, il n'a pas demandé est-ce que Sarkozy tu m'aimes. Il a dit Sarkozy, est-ce que tu veux qu'on signe les contrats? Oui. Donc tu ne parles pas de droits de l'homme chez moi. Il n'a pas parlé. Il n'a pas mis sa bouche. Et il a dit à Sarkozy, qu'est-ce que toi tu fais de tes nègres ici? On n'a pas mis, les dépêches n'ont pas mis. Seule une agence a mis ça. Qu'est-ce que tu fais de tes nègres? Parce qu'il était au courant des histoires de Guerlain là. Vous croyez qu'ils ne savent pas ça? Ils ont leur dépêche. Hein? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le noir, il a une propension à dire, oui, les juifs se sont organisés, les asiatiques se sont organisés, mais lui, il ne réunit aucune des conditions élémentaires pour être comme les juifs et les chinois. Il rejette unilatéralement sa propre langue. Il fait l'apologie de la langue des autres. Ce sont des noirs qui se battaient pour accéder à la direction de la francophonie. C'est même pas des Français de souche. C'est Khalis Beyala et l'autre là, l'ancien président qu'on a humilié en le mettant là. Nous, on nous humilie. Un président comme Senghor, hein? Tu es président d'un État et tu t'honores d'aller dans une académie d'un autre petit pays. Tu vois? Ça c'est donc, nous voulons qu'on nous respecte, mais nous ne sommes pas respectables.